Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui j'entame la 6e semaine de confinement à cause du coronavirus, le Covid-19, mais ça ne va pas nous empêcher de parler du pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939 entre Hitler et Staline, et qui d'une certaine manière va permettre à l'Allemagne de commencer la Seconde Guerre mondiale en attaquant la Pologne le 1er septembre 1939. Alors, on va revenir un peu sur la genèse de ce pacte. Il faut revenir en 1918. Il faut savoir que deux des grands vaincus de 1918, c'est l'Allemagne évidemment, qui a été vaincue par les Alliés, et la Russie bolchevique, qui avait signé peu avant une paix, la paix de Brest-Litovsk, avec les empires centraux, et plus particulièrement avec les Allemands, où la Russie bolchevique avait perdu énormément de territoire. De plus, cette Russie bolchevique avait été mise au banc un petit peu des nations, tout simplement parce que Lénine avait pour objectif de diffuser, d'étendre la révolution bolchevique à l'Europe entière et au monde entier. Et donc, il représentait une menace pour les pays occidentaux. Et donc, ces deux vaincus, en fait, de 1918, vont se rapprocher en 1922 en signant le traité de Rapallo, qui est un traité économique et entre guillemets militaire, mais cet aspect militaire sera tout à fait secret, car l'Allemagne n'avait pas le droit, évidemment, d'avoir une collaboration militaire avec un pays tiers, selon le traité de Versailles, qui avait réduit son armée d'ailleurs à 100 000 hommes, et lui avait interdit de tester des nouveaux matériels, de posséder de nouveaux matériels, comme les chars et les avions. Et l'Allemagne avait signé donc en secret un traité militaire avec l'URSS lui permettant de faire de tester en fait ces nouveaux matériels en Russie et ces nouvelles doctrines de combat. Alors, cette collaboration militaire qui fut secrète, elle va s'arrêter avec l'accession d'Hitler au pouvoir en janvier 1933, parce qu'Hitler, qui prend le pouvoir donc en Allemagne, qui est au début président du Conseil, désigné par le président de la République allemande, Hitler va très rapidement établir sa dictature, et il va rompre toute relation avec l'URSS, puisque Hitler était férocement anti-bolchevique, anti-slave, et qu'il pensait notamment que les bolcheviks étaient dirigés par les juifs. Donc plus de collaboration entre l'Allemagne et l'URSS, avec l'accession d'Hitler au pouvoir. Cette accession d'Hitler au pouvoir, en 1933, elle inquiète beaucoup les Français, beaucoup plus que les Anglais, qui sont à la limite plus anti-bolcheviques qu'anti-nazis, tout simplement parce que dans son livre Mein Kampf, écrit en 1924, Hitler désignait comme un des ennemis de l'Allemagne la France. Et évidemment, les Français ont peur d'une revanche d'Hitler qui pourrait avoir l'idée de relancer la guerre entre les deux pays. Et donc les Français vont essayer de renouer avec les Soviétiques, comme ils l'avaient fait avant la Première Guerre mondiale avec les Russes, avec le traité franco-russe à la fin du XIXe siècle. Et cela va aboutir en 1935 à la signature d'un traité franco-soviétique, avec notamment un aspect militaire. Mais en fait, ce traité quasiment sera morné pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il ne va pas être ratifié par les chambres en France. Il y aura toujours un petit peu cet anti-bolchevisme toujours présent, notamment à droite. Et de toute façon, ce traité militaire ne pouvait pas être appliqué, puisque entre l'Allemagne et l'URSS, il y avait un pays, la Pologne, qui avait été créé après la Première Guerre mondiale, et qu'évidemment, s'il y avait une guerre entre la France et l'Allemagne, l'armée rouge, pour soutenir son allié français, aurait dû passer par la Pologne. Or, les Polonais, qui étaient dirigés par le colonel Beck, qui était plutôt un sympathisant des fascismes européens, donc de Mussolini et d'Hitler, avait refusé en fait tout accès de son territoire à l'armée rouge. Et il avait même signé en 1934 un traité de non-agression avec l'Allemagne hitlérienne. Donc en fait, ce traité, s'il avait une portée symbolique, au niveau concret, il n'avait aucune valeur. Et Hitler va continuer, en tout cas va commencer sa politique des coups de force, jusqu'en 1939, qui d'ailleurs, politique qui va fonctionner, parce que et la France et l'Angleterre ont tout simplement peur de la guerre. Et donc, en 1935, il va rétablir le service militaire obligatoire. En 1936, c'est la réoccupation de la Rhénanie.
En 1938, c'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Et en 1938, point d'orgue de sa politique, je dirais, de coup de force, c'est la fameuse conférence de Munich en septembre 1938, où Hitler demande en fait l'annexion de la région des Sudètes qui appartient à l'État tchèque, à la Tchécoslovaquie, à l'Allemagne, tout simplement parce que dans cette région des Sudètes, il y a une forte minorité allemande qui, d'après Hitler, est opprimée par l'État tchèque. Alors évidemment, les Tchèques ne veulent pas donner les Sudètes à l'Allemagne, c'est tout à fait normal, mais ces malheureux Tchèques vont être lâchés par leurs alliés franco-anglais, qui à Munich vont céder à Hitler, et Hitler va annexer en fait la région des Sudètes au Reich allemand. Les franco-anglais se sont couchés en fait devant les desiderata du Führer pour éviter la guerre. Il faut dire aussi, et ça j'avais fait une vidéo sur le pacifisme de l'entre-deux-guerres, que ce pacifisme est présent dans toutes les strates de la société française et anglaise, et que les Occidentaux refusent la guerre, absolument. Et Hitler le sait, et Hitler joue évidemment de la faiblesse des démocraties occidentales pour imposer sa politique des coups de force. Alors, évidemment, cette conférence de Munich, à laquelle les Tchèques ne furent pas invités, pourtant c'était les premiers concernés, et à laquelle les Soviétiques ne furent pas invités, va impacter la confiance de Staline dans les démocraties occidentales. Staline, d'ailleurs à juste titre, pense que les Occidentaux cèdent tout un peu à Hitler pour que ce dernier se retourne en fait vers l'URSS, qui peut être un ennemi commun aux trois pays, c'est-à-dire à l'Allemagne, à la France et à l'Angleterre. La France est la moins anti-bolchevique, puisqu'il y a eu évidemment le Front populaire à partir de 1936, et que le Parti communiste français est assez puissant en France, depuis la deuxième moitié des années 30, mais malgré tout, on sait qu'il y a un sentiment très anti-bolchevique dans les élites anglaises, par exemple. Et donc Staline veut surtout éviter d'être le dindon de la farce, c'est-à-dire d'être la prochaine victime, en fait, du Reich hitlérien. Surtout qu'en Espagne, depuis 1938, avec le coup d'État de Franco, il y a une guerre civile qui oppose Franco, soutenu par Hitler et Mussolini, et les forces républicaines soutenues par l'URSS. Donc pendant 3 ans, en fait, l'Allemagne et l'URSS, d'une certaine manière, vont s'affronter dans la guerre civile espagnole via les armées espagnoles interposées. Donc évidemment, la guerre d'Espagne, avec l'opposition avec Hitler, le lâchage de la Tchécoslovaquie par les Franco-Anglais à Munich en 1938, eh bien Staline commence à se poser des questions, perd sa confiance dans la démocratie occidentale, et laisse les portes ouvertes à des alliances alternatives, évidemment. Alors en mars 1939, Hitler va rompre les accords de Munich et va faire occuper la Bohême-Moravie, le cœur de l'État tchèque, de la Tchécoslovaquie, par son armée, faisant quasiment disparaître l'État tchèque, ce qui va lui aliéner la colère des Anglais, notamment de Chamberlain, qui s'est senti dupé par Hitler. Chamberlain, qui avait été un chaud partisan en fait de la conférence, enfin de l'annexion des Sudètes par le Reich pour sauver la paix, Chamberlain va tourner kazakh, va se sentir dupé et insulté par Hitler, le caporal autrichien, et va réitérer sa garantie des frontières à l'État polonais. Et donc, évidemment, Hitler n'était pas très content, si je puis dire, de la nouvelle position anglaise, et lui aussi était peut-être ouvert à des alliances étonnantes. En 1939, il va renforcer en fait son alliance avec l'Italie mussolinienne en signant le pacte d'acier. Je rappelle aussi, chose importante, qu'en 1936, l'Allemagne et le Japon avaient signé le pacte anti-Comintern, qui visait en fait l'URSS évidemment, puisque le Comintern c'est l'internationale communiste qui était la troisième internationale qui était pilotée depuis Moscou,
et que va s'agréger petit à petit à ce pacte anticommunautaire des pays comme l'Italie aussi, comme la Hongrie, ce qui montre bien que l'ennemi désigné quand même dans les années 30 de l'Allemagne, c'était quand même l'URSS. Alors, comment imaginer ce pacte, la faisabilité de ce pacte germano-soviétique, alors que dans toutes les années 30, depuis 1933, Hitler, d'une certaine manière, va désigner l'URSS comme l'ennemi de l'Allemagne. Le pacte anticomintern, signé en 1936, qui vise particulièrement l'URSS. Le soutien en Espagne des forces franquistes, alors que l'URSS soutenait les forces républicaines. Donc, c'était difficile d'imaginer, en fait, un pacte entre ces deux pays qui se détestaient. Mais ce pacte va répondre, en fait, aux desiderata du moment pour les deux pays. Pour Staline, le petit père des peuples se sentait de plus en plus en danger. Déjà, la signature du pacte anticommunautaire entre le Reich et le Japon en 1936. Je rappelle qu'en 1931, le Japon avait envahi la Mandchourie, une région chinoise frontalière avec l'URSS, qu'elle avait annexé, qu'elle avait quasiment annexé la Mandchourie, puisqu'elle avait créé un état fantoche du Manchukuo qui lui était totalement soumis. Et par cette annexion, le Japon avait désormais plusieurs milliers de kilomètres de frontières avec l'URSS. Ce Japon qui se montrait assez belliqueux, puisque, et en 1938 et en 1939, il avait testé les défenses soviétiques, et il y avait eu des combats, notamment en 1939, l'été 1939, à Khalkhin-Gol, en Mongolie. Les soviétiques, dirigés par Yukov, avaient écrasé quelques divisions japonaises. Donc, en Extrême-Orient, les Japonais, par leur politique belliqueuse vers la Sibérie et la Mongolie, inquiétaient évidemment Staline. Et évidemment, Staline était inquiet par l'accession d'Hitler au pouvoir, puisque, dans Mein Kampf, Hitler avait désigné l'URSS, chantre du judéo-bolchevisme, comme un ennemi irréductible, en fait, de l'Allemagne nazie. Donc Staline, qui en plus, je dirais, commençait à faire ses purges gigantesques dans l'armée rouge à partir de 1937, il avait décapité son armée, mais Staline voulait gagner du temps. Évidemment, il ne voulait pas que l'Allemagne nazie et le Japon l'attaquent, alors qu'il était totalement isolé sur la scène internationale. Donc, pour Staline, la possibilité contre nature de s'allier, en fait, avec Hitler, c'était avoir l'assurance d'avoir la paix avec l'Allemagne pendant un moment, et de provoquer quelque part la guerre à l'Ouest entre Hitler et les puissances occidentales, quitte après à tirer les marrons du feu. Et on verra que, après, avec ce pacte, Staline aussi allait gagner des territoires à l'Ouest. Pour Hitler, cette alliance qui était totalement contre nature pour lui, qui lui fut chuchotée en fait par Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères, et Ribbentrop qui en fait détestait les Anglais et était pour une alliance germano-russe. Une alliance avec Staline lui permettrait d'éviter une guerre sur deux fronts, qui était la hantise des militaires allemands, et de rompre avec le futur blocus naval allié, qui allait étrangler le Reich en cas de guerre, puisque, en cas d'alliance avec l'URSS, l'Allemagne pourrait acheter du pétrole et des matières premières à ce pays, qui en était pourvu très largement. Et donc, le 23 août 1939, le pacte germano-soviétique était signé à Moscou. Hitler avait envoyé son ministre des Affaires étrangères Ribbentrop, qui avait signé ce pacte avec le commissaire du peuple aux Affaires étrangères, Molotov, sous évidemment la supervision de Staline. On voit sur la photo notamment Molotov qui est en train de signer, et juste derrière Molotov, nous voyons Ribbentrop à côté de Staline. Donc évidemment, ce pacte fut un coup de tonnerre dans un ciel d'azur, quelque chose d'inimaginable, et qui fit beaucoup de mal, notamment, je dirais, à la cause communiste en Occident, puisqu'évidemment, beaucoup de communistes, même occidentaux, refusèrent ce pacte,
et partir du PCF, je pense notamment au philosophe Paul Nizan. Mais beaucoup restèrent quand même. Hein. Et d'ailleurs, une semaine après ce pacte, Hitler avait attaqué la Pologne, tout simplement parce que Hitler savait qu'il n'allait pas avoir une guerre sur deux fronts et que l'URSS allait rester neutre. En fait, pas tout à fait neutre. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ce pacte de non-agression germano-soviétique fut accompagné de protocoles secrets qui vont être signés entre les deux pays et qui vont rester secrets pendant très longtemps. Ces protocoles secrets vont définir en fait les zones d'influence des deux pays respectifs. L'URSS, en fait, dans ses protocoles secrets, a la permission de l'Allemagne d'annexer certains territoires à l'ouest, face à des pays, évidemment, qui ne pourront pas lui résister. Il va d'abord y avoir l'annexion de la Pologne orientale, en septembre 1939. Je rappelle que l'Allemagne, le 1er septembre, attaque la Pologne, et que les Franco-Anglais, qui avaient garanti, en fait, les frontières polonaises, vont déclarer la guerre à l'Allemagne 2 jours après. Et que la campagne de Pologne, qui était une promenade de santé pour la Wehrmacht, va inquiéter d'ailleurs les soviétiques qui, à la mi-septembre, vont envahir l'autre partie de la Pologne orientale. Donc il va être annexé. Et qui d'ailleurs va faire que l'URSS va devenir le pays avec la communauté juive la plus importante, puisque l'annexion de la Pologne orientale va ajouter 2 millions de juifs à ces 3 millions. Donc, avec 5 millions de juifs, l'URSS sera le pays avec la communauté juive la plus importante d'Europe. Ce qui va avoir des conséquences pour la prochaine guerre germano-russe. Mais évidemment, Staline, qui va pousser son avantage, il va annexer la Carélie finlandaise après la guerre d'hiver, qui va se finir en mars 40, puisqu'en novembre 1939, Staline va profiter qu'il y ait la guerre à l'ouest pour attaquer la petite Finlande, et donc il va péniblement gagner la guerre d'hiver, et va annexer la Carélie finlandaise pour améliorer en fait son contrôle de la Baltique, et pour protéger Leningrad. Après la défaite de la France, il va annexer les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie. Il va annexer la Bessarabie et la Bucovine du Nord à la Roumanie, en juin 40, qui évidemment est trop faible pour résister à l'ours soviétique, plutôt. Et surtout, et ça on l'a oublié, on a surtout parlé du pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939, mais on a vite oublié en fait que l'URSS et l'Allemagne vont aussi signer un traité commercial dès août 39 d'ailleurs, juste avant, 4 jours avant la signature du pacte germano-soviétique, il va y avoir la signature en fait d'un pacte commercial entre les deux pays, qui va être réitéré en février 40 et en février 1941. Et ces traités commerciaux contre l'Allemagne et l'URSS va être très important pour la machine de guerre nazie, puisque je rappelle que l'Allemagne nazie est dépourvue de matières premières, qu'elle n'a quasiment pas de pétrole. Elle contrôle les pétroles de Ploesti en Roumanie, mais globalement, l'Allemagne quand même est à flux tendu au niveau pétrolier. Je vous renvoie à ma vidéo sur Hitler et le pétrole, que je mettrai en dessous de cette vidéo. Et évidemment, ce traité commercial avec l'URSS, qui s'engage à fournir des matières premières, du pétrole et des céréales, est vital pour l'Allemagne nazie, qui est victime évidemment du blocus allié, puisque si l'Allemagne nazie a une très forte armée terrestre, elle est totalement dominée sur les mers, et si elle n'avait pas cette alliance avec l'URSS, le Reich serait soumis à un blocus implacable. Donc, ces traités commerciaux, qui sont le deuxième volet, si je puis dire, de ce pacte germano-soviétique, sont à la limite aussi importants que le premier, mais ont été un peu oubliés par l'histoire, alors qu'ils furent essentiels à la machine de guerre nazie, et comme l'a dit le comte von Schulenburg, qui était ambassadeur d'Allemagne en URSS, les panzers allemands marchaient avec de l'essence soviétique. Voilà, je vous remercie, à bientôt.